Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 9 de Générique de fin. Salut Adam. Salut à toi. Comment ça va? Ça va super. Nouvel épisode donc avec un petit peu de retard, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Oui, de toute façon, je pense que vous allez pas être très très chiant sur le retard. Oui. Cette fois-ci, on va partir du côté du... Comme on l'avait un peu teasé à la fin du dernier épisode, on va aller en Amérique du Sud, on va parler de cinéma brésilien, puisqu'on va parler d'un réalisateur que pour le coup, on a découvert il y a pas si longtemps que ça, puisqu'on va parler de Kleber Mendonça Filho, que vous avez peut-être aussi, vous, découvert l'an dernier, puisqu'il a eu quand même grosse année pour lui, puisque son dernier film en date, L'Agent Secret, a assez bien cartonné au niveau public et critique, nomination aux Oscars, prix de la mise en scène à Cannes, et nous, on a complètement découvert en fait ce cinéaste avec du coup L'Agent Secret. Ouais, c'est ça. À titre personnel, un petit peu mon rapport avec Mendonça Filho, c'est que j'avais déjà entendu quand même parler de lui, j'avais surtout entendu parler d'Aquarius à sa sortie, mais j'avais jamais vu aucun de ses films. Je connaissais un peu le bonhomme de loin, mais sans plus. Et ouais, du coup, quand L'Agent Secret est sorti, je tombais complètement amoureux du film ça nous a donné envie de s'intéresser à ce cinéaste. Ouais, c'est vrai. Et là, du coup, c'est vrai que les 6 derniers mois, on a quand même vachement parlé, nous deux, de Mendonça Filho, et du coup, ça nous a donné envie de faire cet épisode sur Bakuro, du coup, son film précédent qui est sorti en 2019, donc. Et voilà, film qu'on a tous les deux découvert un peu en même temps. Et ça va être l'occasion d'en parler. Il y a plein de choses à dire. Plein de choses à dire aussi sur Mendonça Filho. Et avant de commencer, je vais faire la fiche technique du film, si tu le permets. Bien sûr, je te permets, je t'autorise. Donc, Bakuro, c'est... Alors, au niveau du genre, c'est un thriller, / western dystopique, / film d'horreur, / film de science-fiction. Bref, c'est un peu un gros bordel, on en parlera. Mais donc, c'est, comme j'ai dit, un film brésilien, sorti le 15 mai 2019 en France, écrit et réalisé par Kleber Mendonça Filho, donc, mais aussi par Juliano Dornelles, désolé pour la prononciation, je vais pas vous faire l'affront de prendre l'accent portugais, parce que oui, du coup, film réalisé par deux personnes, en l'occurrence, du coup, le deuxième, donc Juliano Dornelles, c'est pas vraiment un cinéaste, c'est un ami, du coup, de Mendonça Filho, qui a déjà bossé avec lui en tant que directeur artistique sur ses précédents films, notamment sur Aquarius et Les Bruits des Récifs. Et là, du coup, il est co-réalisateur du film. Donc, on tient quand même à préciser qu'on va beaucoup parler de Mendonça Filho dans cet épisode. C'est lui un petit peu, on va dire, le cœur de l'épisode. Mais on n'oublie pas que, évidemment, c'est un film qui a été co-réalisé. Bien sûr, mais de l'aveu lui-même, du coup, de Juliano Dornelles, c'est Kleber Mendonça qui est quand même le centre du film. Toutes les idées viennent en grande partie de lui. Enfin voilà, en tout cas... Même tout le processus créatif a été mené par Mendonça Filho. Exactement. C'est un film qui est produit en partie, parce qu'il y a plein d'autres, il y a plein de producteurs, mais en partie par Émilie Lesclos, donc la femme de Mendonça Filho, française, produit pour un budget de 1,4 million de dollars. Au niveau de l'équipe technique, on retrouve beaucoup... quasiment même que des habitués de Mendonça Filho, puisque à la photographie, on a Pedro Sotero, qui avait déjà été chef-op sur Aquarius, Portrait fantôme et Les Bruits de Récifs. Le montage, il est de Eduardo Serrano, pareil, il est déjà sur Aquarius, et il sera de nouveau monteur sur L'Agent Secret. Donc voilà, bon, je ne vais pas énumérer tous les membres de l'équipe technique, mais grosso modo, voilà, beaucoup d'habitués. Pareil au niveau du casting, pas mal d'acteurs au final pas très connus. Actrice principale du coup c'est Barbara Collen, donc qui avait déjà joué dans Aquarius. On a également Sonia Braga, qui pour le coup actrice brésilienne, qui a eu une petite carrière aux États-Unis dans les années 70, elle est notamment dans 70-80 et notamment dans un super film qui est Le baiser de la femme araignée. Oui, c'est vrai, je sais plus qui. J'ai plus le nom du Hector Babenco. On sait pas. Non, ça. Hector Babenco. Donc, et puis aussi Udo Kier, donc acteur allemand, qui pareil est acteur connu, mais qui a beaucoup eu de son rôle en fait, notamment dans Le Suspiria de Argento, bien sûr. Blade. Bien sûr. Non mais et même entre autres, il a bossé énormément avec Lars von Trier, avec Fassbinder, dans une grosse partie quand même des films de Fassbinder. Avec Wim Wenders, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. Non, voilà. Mais en tout cas, ou même, par exemple, du coup, dans le Dracula de Paul Morisset. Oui, tout à fait. Du sang pour Dracula. Et qui reviendra
bossé avec Mendoza Filho dans l'agent secret. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc voilà, au niveau de, grosso modo, de l'équipe technique et artistique. Et avant de commencer, Adam, est-ce que tu peux nous présenter Kleber Mendoza Filho comme d'habitude, c'est l'heure de la biographie. Donc, Kleber Mendoza Filho est donc un réalisateur brésilien, né, alors on ne sait pas vraiment, soit le 3, soit le 22 novembre 1968. Il y a erreur dans les Wikipédia. Voilà, exactement, ça dépend visiblement de la source, on ne sait pas vraiment, bref. On va dire que le wiki portugais dit 22 novembre, donc... Voilà, donc il serait né le 22 novembre 1868, donc à Recife, au Brésil, qui est donc une ville moyenne, c'est quand même une ville importante. Mais c'est pas de la taille de Rio ou de Sao Paulo, par exemple. C'est ça. En gros, c'est une station balnéaire du nord-est du Brésil. Exactement. Et donc il est né là-bas, et c'est une ville extrêmement importante pour lui. C'est la ville, véritablement, de son cinéma. On y reviendra un peu après. Ouais. Donc, ses parents sont des gens assez aisés, ni forcément dans le besoin, ni de la bourgeoisie brésilienne. Sa mère a été à l'université, ils ont tous les deux fait des diplômes, fait des études, pardon. Et sa mère était historienne. Sa mère était historienne, tout à fait, et c'est super important pour comprendre le personnage. Sachant que aussi son père, il a pas eu des très bonnes relations parce que je crois qu'ils sont séparés très tôt, ses parents. C'est ça. Donc ce qui explique aussi pourquoi genre dans ces films, la figure du père est souvent très peu présente en fait. Et en fait, c'est du coup dû au divorce de ses parents, son père a déménagé en Angleterre. Et ce qui fait que Kleber Mendoza Filho a passé une énorme partie de son enfance en Angleterre. Ouais, entre ses 13 et 18 ans. C'est ça, tout à fait. Et ce qui fait que c'est vraiment à partir de ses 13 ans qu'il a vraiment commencé à énormément s'intéresser au cinéma. De par le fait que justement il a pu quitter le Brésil et il a découvert notamment le cinéma européen, notamment ce qui se faisait en termes de théorie en fait, de cinéma en Europe et aux États-Unis. Sachant qu'à l'époque, en fait, au Brésil, c'était encore... le cinéma était encore un art mineur à cette époque-là. C'était quelque chose... Le cinéma n'avait pas encore la place qu'il a aujourd'hui. Donc, Kleber est en Europe, notamment en Angleterre à ce moment-là, et il développe un énorme goût pour le cinéma. Il commence un peu à écrire dans quelques journaux. Il commence un peu à se développer en tant que journaliste et en tant que critique de cinéma. Et quand il revient au Brésil, donc à ses 18 ans, quand il retourne à Recife, c'est là qu'il commence à écrire en tant que journaliste, donc pour le journal de Comercio et la Folha de Sao Paulo. Donc en fait, c'est deux journaux pas forcément orientés autour du cinéma et autour de l'art en général, mais lui va un peu écrire des articles sur le cinéma. Sachant que, pour revenir sur ce que tu as dit juste avant, faut bien comprendre, pour comprendre un petit peu on va dire, la façon dont Mendoza Filho voit le Brésil, et même son positionnement politique, c'est que il a grandi, une grande partie de son enfance, il l'a vécu au cœur de la dictature militaire du Brésil, du coup, entre 64 et 85, il me semble. Donc toute une période où le Brésil était sous le joug de l'extrême droite, quoi. Et où forcément l'art de manière générale, et notamment le cinéma, était pas forcément aussi développé que par la suite dans les années 90, où là c'était vraiment le renouveau du cinéma brésilien. C'est ça, tout à fait. Et sachant qu'en fait, ce que Mendoza Filho dit, c'est qu'il est vraiment aussi justement tombé amoureux du cinéma par l'angle de la critique. Ça a vraiment été sa porte d'entrée personnelle dans le cinéma. Il cite deux critiques de cinéma brésilien comme étant ses deux passeurs, en fait, ses deux plus grandes influences. C'est Fernando Spencer et Celso Marconi. Encore une fois, on s'excuse pour les prononciations des noms. Lui dit que en mettant en fait en parallèle les deux écritures de ces deux écrivains au sens de critique, quoi, en fait, il a pu vraiment élargir au maximum son rapport au cinéma. Le premier, donc Fernando Spencer, était un critique vachement dans la réaction. Très dans une idée en fait de la critique qui va être une espèce de description comme ça vis-à-vis du film pour ensuite en fait pouvoir réagir à ce film-là. Tandis que l'autre était beaucoup plus dans un rapport objectif au cinéma et donc au monde.
Et c'est vraiment en mettant en parallèle ces deux façons de voir les films que Kleber Mendonça Filho a vraiment eu une espèce de motivation pour découvrir un maximum de films et lui-même développer son propre regard par rapport à tout ça. Et pour le coup, du coup, c'est vraiment dans les années 90, donc comme je l'ai dit, moment où va y avoir vraiment une libération artistique du côté du cinéma brésilien, que Mendonça Filho, que va s'opérer la transition vers la réalisation avec d'abord des expérimentations vidéo mêlant fiction, documentaire et clips musicaux aussi. C'est au début des années 2000 qu'il commence à travailler avec le numérique, avec le 35 mm, et à réaliser toute une série de courts-métrages qui vont lui valoir une certaine notoriété, puisque ça va être des courts-métrages qui vont être présentés dans plusieurs festivals nationaux et internationaux. Et il y a notamment en 2004 son premier court-métrage qui s'appelle du coup Le Vinyle Vert, Vinyle Verdé. Après ça va toute une série, genre chaque année il y a eu 2005 Electro Domestica, 2006 Note des Sexta, Mania des Sabado. Je sais plus c'est quoi la traduction, donc c'est pour ça moi j'ai les titres portugais. Moi aussi j'ai que les noms portugais. Et en 2009 Recife Frio, donc toute une série de courts-métrages qui vont lancer un petit peu les grandes thématiques et les approches stylistiques de Mendonça Filho, qui développera par la suite dans ses longs-métrages, notamment les rapports de classe, l'idée de mémoire. C'est quelqu'un qui est très attaché, Filho, à la mémoire, et aussi à la dynamique urbaine, comment tout simplement la ville change en fait. C'est ça. Comment sa ville, à lui, sa ville Recife, du coup, a évolué, a changé. C'est les grosses thématiques, on va dire. Parce que je pense que pour bien comprendre le travail de Kleber Mendonça Filho, il faut faire un petit point historique sur le cinéma brésilien. Donc il faut savoir qu'on a dit qu'à partir des années 80-90 notamment, il y avait un renouveau du cinéma brésilien. Une espèce de réouverture comme ça de cinéma. Comment ça se fait ? C'est qu'en fait de sa création, donc plus ou moins contemporainement à ce qui s'est fait en Europe et en Occident, en fait le cinéma brésilien, on va dire que l'État brésilien, a très très longtemps et quasiment toujours en fait influencé le cinéma du pays. C'est-à-dire que ça a toujours été un cinéma extrêmement fermé, extrêmement sous contrôle, et notamment par exemple entre les années 30 et les années 50-60 en fait, donc le pays étant en pleine dictature militaire, il y a eu donc l'État a créé en fait des entreprises de contrôle sur le cinéma. C'est pas forcément des entreprises de censure. La censure n'avait pas forcément lieu. La preuve, c'est pour ça qu'il y a un cinéma de genre, un cinéma d'horreur notamment, qui s'est quand même vachement développé au Brésil. Mais c'était surtout une question en fait de blocage. C'était pas quelque chose pour pouvoir contrôler les sorties des films. C'était purement et simplement pour bloquer ces sorties-là. C'est pour ça donc que le cinéma brésilien a mis énormément de temps à s'exporter à l'étranger. Et que c'est vraiment à partir des années 80 et début 90 qu'on a commencé à voir des cinéastes émerger. Surtout 90 pour le coup, parce qu'en 80, il y a eu toute une période de crise pour le cinéma brésilien, dû notamment au fait que à partir de 84, du coup, le Brésil est totalement sorti de la dictature militaire. Il y a eu une grosse crise économique et qui fait que le Brésil était très pauvre à cette époque, et du coup les gens n'avaient juste tout simplement pas les moyens d'aller au cinéma, ce qui fait qu'il y a eu une grosse crise du cinéma brésilien qui a ensuite, c'est vraiment au début des années 90 que va y avoir une reprise en fait, et que à partir de là le cinéma brésilien va commencer à s'affirmer sur la scène internationale à travers notamment son rayonnement dans les différents festivals, et son rayonnement aussi aux États-Unis, parce que ça, pas trop en Europe, j'ai l'impression, dans les années 90, surtout aux États-Unis. C'est vraiment à partir de là, depuis là, que le cinéma brésilien va s'affirmer. Maintenant, il y a toujours un problème actuellement dans le cinéma brésilien, c'est qu'en fait, il y a deux industries principales. Il y a l'industrie de Rio, qui fait notamment des films à gros spectacles, qui s'exportent extrêmement bien à l'étranger. Et c'est des films qui vont brasser énormément d'argent, qui font rentrer aussi énormément d'argent. Et il y a l'industrie de Sao Paulo, qui sont là beaucoup plus des films de festival. Des films pas forcément niche, mais on va dire quand même beaucoup moins accessibles.
Et c'est les deux, en fait, c'est vraiment les deux industries principales actuellement dans le cinéma brésilien. Et donc, tout le reste des différentes villes, en fait, ont du mal à exister en comparaison à ces deux industries. Et c'est pour ça que le cas de Kleber Mendoza Filho est un cas vachement intéressant. C'est que même si c'est un cinéaste majeur actuellement parmi tous les cinéastes brésiliens, c'est un des cinéastes qui s'exporte le mieux, c'est parmi ceux dont on parle le plus à l'étranger, la preuve ici en France. C'est devenu un habitué de Cannes. C'est devenu un habitué de Cannes, à chaque fois, ouais, grosso modo, depuis Les Chants de Récif en 2012, il vient, à chaque fois qu'il sort un film, il passe à Cannes. Mais n'empêche qu'il vient donc d'une industrie minoritaire, à savoir Récif. Qui en plus est Recife, qui est une ville, comme on l'a dit, qui est située au nord. Et on le sait, dans l'histoire brésilienne, il y a toujours eu un énorme clivage entre nord et sud. C'est-à-dire sud, c'est là où tout est, on va dire, concentré. Toute l'économie est concentrée au sud, parce que c'est là qu'il y a la capitale, qu'il y a les grandes villes, qu'il y a Rio, tout ça. Et au nord, même si, par exemple, Recife, ça reste une ville touristique, une station balnéaire, tout ça, ça reste quand même une région, notamment la région de Recife, la région du Pernambouc, c'est ça, je sais pas si c'est ça la prononciation, mais c'est une région qui est donc la grosse ville, c'est Recife, mais tout le reste de la région, c'est une région qui est très pauvre, très rurale, et qui sera d'ailleurs mise en avant dans Bakuro. Donc il y a aussi ce clivage qui est à prendre en compte dans le cinéma brésilien, et effectivement, pour le coup, à ce titre-là, Mendoza Filho, c'est quelqu'un qui, pour le coup, sort vraiment du lot. Oui. C'est un cinéaste qui est vraiment unique, qui se place vraiment aussi comme un des cinéastes importants quand même de son époque, de par tout ce qu'on vient de dire, et aussi parce que c'est un sacré inventeur de forme. Et c'est là qu'on en arrive donc à son premier long métrage. Alors, c'est pas vraiment son premier, parce que du coup il y a eu un premier avant qui s'appelle Critico, qui est un documentaire en fait, où dans le prolongement de ce qu'il faisait en tant que travail critique, en fait en tant que journaliste de cinéma, il va en fait interviewer énormément de réalisateurs un peu du monde. 70 critiques et cinéastes brésiliens et internationaux. Exactement, je l'ai vu. C'est un documentaire qui est intéressant, quoique un peu mineur. Et j'ai pas grand chose à en dire. Moi non plus. Ensuite, en 2012, donc, il y a vraiment le film qui le fait connaître au Brésil et dans le monde. En fait, c'est son premier long métrage, donc c'est Les Bruits de Recife, dans son titre original, Au Som ao Redor. Qu'est-ce que t'en penses des Bruits de Recife ? C'est quoi un peu ton rapport au film alors déjà, c'est donc... déjà, c'est un film qui, évidemment, se déroule à Recife. C'est une intrigue. L'intrigue se déroule dans un quartier résidentiel de Recife, où du coup, les habitants vont faire face à l'apparition d'une espèce de société de sécurité privée, en gros, on ne sait pas trop en fait. Une espèce d'entreprise un peu floue. Et en fait, je trouve que c'est évidemment un film qui est un petit peu dans la continuité de ce qu'il avait fait avec ses courts-métrages. C'est un film qui explore vraiment l'urbanisme, enfin l'évolution de Recife, et les tensions sociales qui en découlent, la violence et les rapports de force qui vont en découler un petit peu dans le Brésil contemporain, on va dire. C'est à ce titre-là, c'est vraiment un film qui va vraiment poser les bases pour le coup de son cinéma. Après, je te cache pas que de tous les films, parce qu'on les a tous vus, les films de Mendoza Filho, c'est peut-être celui que je retiens le moins, même si je trouve que c'est un très bon film pour le coup. Moi, il y a ce truc que je trouve vachement intéressant dans les Bruits de Recife, pardon. C'est cette idée donc qu'on va suivre au sein donc de la communauté, donc qui est encore une fois la ville de Recife, qui est donc menacée par cette entreprise de sécurité. Je trouve que Kleber Mendoza Filho arrive en fait à resserrer son film sur des choses, sur des détails. Notamment, par exemple, dans Les Bruits de Recife, il y a cette mère, tu vois, qui est vachement embêtée par le chien du voisin qui est en train d'aboyer, tout ça. C'est un peu un film choral, en fait. Exactement. L'intrigue gravite autour de différents personnages et qui ont tous un niveau social différent, en fait. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Et directement, qu'est-ce qu'on voit dans ce cas-là ? C'est que il va pas filmer la communauté comme un ensemble, mais il va filmer, en fait, la communauté en passant par aller capter et filmer des petits échantillons en fait de cette communauté
et du coup étudier. En fait, c'est le fait qu'on ait ce personnage-là, personnage A et personnage B, et c'est que chacun puisse vivre en son sein, en fait, qui va créer cette communauté. Et c'est une des grandes thèses du cinéma de Kleber Mendoza Filho. C'est un peu un film, je trouve, justement, à l'opposé un petit peu de... Même si ça se rapproche beaucoup, à l'opposé de Bakuro, parce que c'est un film qui montre justement les tensions et la division qui se créent au sein de la communauté, là où Bakuro, on va le voir, c'est totalement l'inverse pour le coup. Mhm. C'est comment une communauté va se souder. Enfin bref, bon, je vais pas commencer Voilà. l'analyse tout de suite, mais 4 ans après. 3 ans après. Oui, non, si. 4 ans. Donc en 2016, on a donc son deuxième film qui est Aquarius, qui Son deuxième film de fiction. oui, son deuxième film de fiction, qui là pareil va lui apporter une grosse notoriété à l'étranger, puisque en plus de ça, il va être en compétition pour la Palme d'Or cette année-là. Et surtout coproduit en France. Ouais, aussi. C'est à partir de là qu'il va commencer à coproduire ses films avec Arte, il me semble. C'est ça. Donc c'est Aquarius, c'est l'histoire d'une journaliste et critique musicale à la retraite et qui subit en fait la pression pareil d'une entreprise, on ne sait pas trop d'où elle vient, mais qui souhaite en fait qui veut la pousser à quitter son appartement dans l'immeuble dans lequel elle vit et pour créer du coup, enfin pour le rénover en fait, c'est un projet d'urbanisation en fait tout simplement, c'est détruire les immeubles dans lequel elle vit, enfin l'appartement dans lequel elle vit, pour faire un nouveau projet du coup d'urbanisation qui s'appelle du coup Aquarius en gros, et qui est mené par une espèce de société privée, pareil, on sait pas d'où elle vient. C'est vrai que déjà, donc dans Les Bruits de récif, dans Aquarius, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans Bakuro, il y a souvent cette idée chez Mendoza Filho d'une entreprise ou d'un groupe d'individus, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne ça. sait pas quelle motivation, enfin qu'est-ce qui les motive réellement, enfin on le sait, l'argent, bon, oui, mais pas que, mais c'est plus complexe que ça, c'est plus complexe que ça, et qui s'insinue un petit peu dans la vie des habitants, j'allais dire des plus démunis, non, parce que le personnage dans Aquarius c'est quelqu'un qui est assez aisé, enfin c'est pas une prolo, la femme qu'on suit dans Aquarius. Elle a une femme de ménage, elle a un bel appartement et tout ça, mais ouais, cette idée de cette société privée, les plus puissants qui vont s'immiscer dans la vie des plus faibles, de ceux qui sont en dessous d'eux mais qui vont s'immiscer en se cachant. Et moi c'est ça où je trouve ça intéressant, c'est ça où je trouve cette idée vraiment absolument formidable, c'est que c'est pas avec des gros sabots, enfin tu vois. On a tous on a tous la même marque de machine à café, tu vois, on a tous j'en sais rien, tu vois, on a tous une télé Sony, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ce truc de une grosse entreprise, une multinationale qui va venir en fait cacher ses vraies motivations, vont venir s'immiscer discrètement, sans se faire voir, sans se faire remarquer, dans la vie d'une communauté, d'une peuplade, là en l'occurrence d'une personne. société en fait. Oui. Mais et puis il y a aussi c'est un film qui démontre aussi un peu le rapport très, j'allais dire très complexe qu'a Mendoza Filho par rapport à cette notion de passé. La journaliste qu'on suit dans Aquarius, elle vit complètement dans le passé, tu vois. Elle est entourée dans son appartement, elle est entourée de vinyles. Elle veut pas quitter son appartement parce que pour elle ça lui évoque des souvenirs passés. Tu sais, il y a toujours cet attachement très fort pour le passé dans les films de Mendoza Filho, dans les personnages de Mendoza Filho, et on se doute que lui-même a cet attachement parce que c'est quelqu'un qui est très attaché au principe même d'archives en fait, tu sais, quelque chose de très, un rapport très matérialiste au passé. C'est quelque chose qui va développer encore plus dans Bakuro. Pas dans Bakuro, non, dans Portrait Fantôme, dans son documentaire qui va être agrémenté de photos d'archives, tu sais, du récif de l'époque dans laquelle il a grandi, de son vieux cinéma dans lequel il allait et tout ça. Tu sais, il y a toujours ce rapport mais qui est très complexe. C'est pas un rapport très comment dire, c'est pas de la nostalgie en fait. Non. C'est quelque chose de plus profond. En fait, un des cœurs du cinéma de Kleber Mendoza Filho, c'est de redonner vie à des territoires oubliés. C'est que il part du principe, et ce qui est j'allais dire il part du principe, mais non, en fait, si le capitalisme
a pour but de nous faire oublier notre histoire, de nous faire fermer les yeux sur des choses, sur ce qui se passe. En fait, Kleber utilise le cinéma pour nous faire réouvrir ces mêmes yeux. C'est tout le truc, encore une fois, de Portrait fantôme, ou de Bakuro, la scène du musée précisément. C'est que des choses se sont passées dans l'histoire, dans le passé. Des événements ont eu lieu, il y a eu des corrélations, il y a eu des mouvements qui ont eu lieu. Et un des rôles, en tout cas pense Kleber Mendonça Filho, du cinéma, c'est de pouvoir en fait revitaliser ces éléments du passé. C'est de pouvoir en fait leur réinsuffler cet élan, cette espèce de mouvement de vie que le temps a pu leur faire oublier en fait. Ouais. Mais jamais en étant dans cette position de ah là là, c'était quand même mieux avant, tu vois. Bien sûr. Jamais là-dedans. Par exemple, dans Aquarius, il va venir énormément citer en fait toute une histoire du cinéma, tu vois. C'est quand même un film qui s'inspire énormément des films des années 50 à 70, notamment, on va dire, de l'Hollywood un peu classique. Je veux dire, il y a quand même plusieurs citations de Hitchcock, tu vois. Tu sais, je serais même pas étonné qu'on voit Anna Magnani dans un plan du film, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est jamais dans une citation qui serait un peu bête de se dire oh là là, regardez, moi je me place dans la continuité de Hitchcock. Non, c'est pour essayer en fait d'adapter tout le cinéma d'Hitchcock en fait au cinéma moderne. Il y a vraiment cette idée en fait de lier passé et présent dans un seul et même régime. Oui, de manière générale, essayer de comprendre le présent en réinvoquant un petit peu le passé. Exactement. Mais chose qui va être centrale dans son film suivant, à savoir Bakuro, donc film... on va commencer à en parler, quoi. Là, on a quand même un peu commencé, là, mais... Maintenant, on va mettre les pieds dans le plat. Ouais, et avant de parler plus en détail du film, Jérémy, est-ce que tu peux nous faire un petit synopsis ? Oui, ça va être le bordel, le synopsis. J'ai trop hâte. Donc, Bakuro est un film se déroulant dans un futur proche où un petit village brésilien pleure la mort de sa figure matriarcale. Après ce tragique événement, des phénomènes étranges surviennent, le village disparaît totalement des cartes. Coupés du monde, les habitants réalisent qu'ils sont la cible d'étrangers venus les attaquer. Face à cette menace, ces derniers décident donc de s'unir pour protéger leur communauté. Bon, en vrai, ça va, c'est pas tant le bordel que ça, mais c'est vague, on va dire. C'est vague. En même temps, c'est un film qui est quand même très vague aussi sur ce qu'il raconte. Bah déjà, ouais, c'est ce qu'on peut dire, c'est que Bakuro, c'est un film de genre, mais au final, genre, on sait pas vraiment à quel genre réellement il appartient. Et c'est un film qui est très complexe, en tout cas d'un point de vue... Enfin, moi, je sais que la première fois que je l'ai vu, j'étais un peu... j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Où sommes-nous ? C'est quoi ce village et tout ça ? Et je pense qu'on peut commencer par là, un peu le point de départ de l'analyse, c'est... On va dire, on va appeler ça un objet filmique non identifié. J'aime bien le terme, c'est cool. C'est un ovni. Ouais. Mais ouais, genre, ça... La première chose qu'on remarque, c'est le brouillage constant entretenu, du coup, comme je l'ai dit, à l'égard du genre dont relève le film. Et Mendonça Filho et du coup l'autre réal Juliano on va pas à chaque fois les citer les deux mais du coup surtout que en fait on le redit au cas où vraiment, mais c'est un film de Mendonça Filho. Oui. Et même Juliano le dit, il dit que lui n'a quasiment rien fait sur le film, quoi. Mais ouais, c'est un film qui ouvre pas mal de portes, qui trace pas mal de pistes narratives sans toujours les refermer en fait. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est l'ambiguïté qui se dégage du film, une ambiguïté qui affecte jusqu'aux repères topographiques, temporels, moraux, de sorte que ouais, le film apparaît comme un film non identifiable, ce qui est pas étonnant non plus quand on voit que le film démarre littéralement dans l'espace, dans l'infinité de l'espace. C'est ça. Dans l'infiniment grand. Bien sûr. En fait, le premier plan du film, c'est un plan où on est dans l'espace véritablement. À la Star Wars. À la Star Wars, tout à fait. Et ce qui fait que déjà le spectateur pense regarder un film de science-fiction. En tout cas, moi, la première fois que j'ai lancé le film, je connaissais uniquement l'affiche, je connaissais le film de nom, mais je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Donc, premier plan, je me dis, ok, c'est intéressant, on est dans de la SF. Et
Ensuite, le film avance comme ça. Et directement au bout de la 2-3e minute, on suit en fait le personnage principal, dont je n'ai plus le nom, mais la fille là, en fait, elle arrive en fait dans ce village-là. Et déjà, il y a vraiment cette chose assez intéressante que on est projeté en fait au milieu de la vie un peu de cette communauté. Et bah c'est une communauté justement où il se passe des choses déjà. En fait, avant même qu'on arrive, il y a des choses qui se passent et qui se sont passées. La preuve, on arrive et on assiste assez directement à donc l'enterrement de la matriarche en fait de la ville. C'est-à-dire que dès le début du film, déjà, le film commence en nous mettant au plein centre de la vie de cette communauté, mais il le fait avec un axe il le fait avec l'axe de la mort. Oui. En arrivant, on est directement confronté à la mort, on est confronté à la fin, et encore un autre twist, c'est là où le film justement passe un nouveau cap, c'est que cette mort est aussi un synonyme de joie. C'est vraiment, on est donc dans les coutumes de ce petit village, on est dans les coutumes de cette petite communauté complètement coupée du reste du monde et du reste du Brésil. Et pour revenir à un point de vue purement formel, Bakuro, c'est un film qui va vraiment pousser très loin le principe de mélange des genres. C'est déjà un film qui est très référencé. Mendoza Filho, on l'a dit, c'est quelqu'un qui est fan du cinéma, mais du cinéma américain des années 70-80. On sent toutes les influences. On sent toutes les influences évidemment de John Carpenter, en passant par à Sergio Leone, en passant par Tarantino, par Peckinpah. Enfin, il y a plein comme ça de références qui culminent dans le film. Et il y a évidemment ce truc du format en 2:35 et du petit village fictif qui évoque évidemment le western américain, le western classique américain. C'est ce village perdu au milieu de nulle part qui se retrouve sous le joug d'agresseurs dont on ne sait pas vraiment grand-chose. En fait, c'est l'homme des Hautes Plaines de Clint Eastwood, c'est Rio Bravo de Howard Hawks, tout ça. Il y a l'irruption de la violence qui tient parfois du gore. C'est pas un film vraiment gore, mais quand il y en a, Filho, il le montre de manière très frontale. Un gore qui va se mélanger aussi à un certain attrait pour l'humour un peu grotesque à certains moments. Et puis, comme je l'ai dit, du coup, c'est un film qui est de l'ordre de l'anticipation, voire même de la science-fiction. Je pense notamment à évidemment à ce drone en forme de soucoupe volante qui du coup surveille Bakuro, surveille la ville. C'est ça. D'ailleurs, le film commence par cette phrase qui nous situe la digeste du film quelques années dans le futur. C'est la première phrase du film, en fait. Donc ouais, déjà, il va se placer, on l'a dit, dans cette idée un peu de science-fiction, mais en même temps pas vraiment. Il se place en tant que film d'anticipation. Mais en même temps, anticipation de quoi ? De quelque chose dont on n'a même pas conscience, en fait. C'est ça. C'est que, d'ordinaire, les films d'anticipation se placent donc en anticipation d'un événement ou d'une série d'événements qui ont eu lieu et qui sont précisément actés dans la diégèse du film. Or là, ce n'est pas le cas du tout. On est en anticipation, mais c'est quasiment si on avait, en fait... si on était face à un film post-apocalyptique, mais où on ne connaît pas l'apocalypse en lui-même. Et je voulais juste revenir justement sur cette idée un peu de village fictif. Comme tu l'as dit, évidemment qu'on pense énormément à L'Homme des Hautes Plaines, on pense à Rio Bravo, on pense à tous ces films de genre qui ont des communautés et des petits villages. Maintenant, il y a une différence vraiment majeure avec tous ces films et Bakuro, c'est que au début du film, c'est aussi purement des plans documentaires. C'est que quand on a ce personnage principal qui arrive, ou plutôt qui retourne dans cette petite ville, on a des plans sur ce musicien, on a des plans sur ces rues, on a des plans sur ces enfants en train de jouer dans l'eau. C'est purement des plans documentaires. Mais du coup, c'est ça, c'est que ici, Filho, il va venir documenter un village qui est purement fictif. La preuve, même dans la diégèse du film, ce village n'existe même plus. Il n'est même plus cartographié. C'est très intéressant, cette espèce de dialectique comme ça, entre fiction, documentaire, on ne sait pas vraiment. Encore une fois, c'est un film qui est inclassable. Mais c'est un peu déjà ce qu'il avait expérimenté dans ses précédents films. C'est ce mélange
Enfin, ce Bien sûr. mélange fiction, documentaire. On se rappelle par exemple des scènes de cauchemar dans Aquarius. Oui, Tu vois, des scènes de cauchemar où, sur une scène, puis voilà, il va complètement faire autre chose que par rapport au film qui est là depuis 1h30, quoi. Pour vraiment, en fait, expérimenter des expériences, quoi. Mm. Voilà. et puis pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'aspect dystopique du film, euh, c'est un film qui sort en 2019, sachant qu'un an avant, 2018, il y a Bolsonaro qui est Exactement. élu du coup président de la République au Brésil, donc candidat d'extrême droite évidemment. Mais après, je pense que l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de se dire, ah, le film se place dans... Enfin, le film est une dystopie, du coup parlerait directement du Brésil contemporain et donc du retour d'une éventuelle dictature. Sauf que ça a été dit par Filio, il a commencé à avoir cette idée, à écrire le film des années avant la réélection de Bolsonaro. Donc même là, ça aurait pu être une évidence quand on voit le film la première fois, mais au final, ça l'est pas vraiment, ce principe de dystopie, de est-ce qu'on se situe dans une dictature, dans un Brésil sous la dictature, sous le joug de une éventuelle dictature façon Bolsonaro et tout ça, même là, c'est encore un peu vague en fait. C'est vrai que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Bakuro a eu une gestation tellement longue. Encore une fois, il a passé, je crois, 5 ans à écrire le scénario. Enfin, c'est un film qui a mis du temps à se faire. Que, en fait, de par justement la durée de sa gestation, Mando Shafio a su capter quelque chose aussi. C'est une espèce comme ça de mouvement qui se faisait dans le vrai monde, en fait. Et que, même si le film sort un an après l'élection de Bolsonaro, évidemment qu'il en parle. Évidemment, c'est normal. Et c'est même quasiment naturel, en fait. Mais en même temps, c'est un film qui se place en dehors de ça, en fait. Il se place tellement dans une espèce comme ça d'observation, justement, de cette mouvance un peu globale de la politique gouvernementale qui avait lieu au Brésil à ce moment-là. Et par rapport cette ambivalence du côté des éléments narratifs, c'est un film aussi qui brouille beaucoup les repères, et notamment les repères moraux, euh, que ce soit du côté du coup... Grosso modo, le film se décompose en vrai en deux actes. Tu sais, on a un premier acte où on passe, comme tu l'as dit, la majorité de notre temps avec du coup ces villageois dans un style très presque documentaire. Quasiment Avec naturaliste. eux, ouais, quasiment naturaliste. On est avec eux, on les voit du coup à l'enterrement de la matriarche, on les voit en train de se dispatcher là, les médicaments que la femme là, je sais plus son Teresa, a ramené du coup dans la ville du coup au début du film. Et puis on a une deuxième partie où là on va vraiment découvrir du coup le point de vue des assaillants, parce que durant toute cette première partie on a plusieurs événements un peu bizarres. On a du coup cette soucoupe volante qui apparaît. Du coup à ce moment-là dans le film on se dit mais qu'est-ce qui se passe, on va partir dans de la science-fiction et tout ça, et après on a l'arrivée des... Enfin, on a, je crois à un moment, il y a le camion citerne qui arrive, et en fait, ils ont plus d'eau, en fait. Leur approvisionnement en eau a été coupé. On comprend que la ville a disparu des cartes, qu'ils n'ont plus accès à Internet. Ça, c'est intéressant d'ailleurs, le rapport à Internet, bon, on en reparlera juste après. Mais il y a plein de petits événements comme ça, et arrivé en fait à la deuxième partie du film, on comprend en fait le pourquoi du comment, entre guillemets, même si c'est un peu vague, que du coup on a ce groupe d'Américains qui est là du coup pour assiéger la ville. Et à partir de du deuxième acte, on va être plus du point de vue du coup de ces assaillants, et du coup c'est en ça que je dis que on a un film qui brouille énormément en fait les repères moraux. C'est-à-dire que d'un côté on a des villageois qui utilisent qui ont recours à la violence absolue pour se défendre. On le comprend notamment à travers le musée, à travers encore une fois ces archives. On comprend qu'il s'est passé des choses dans cette ville, qui a déjà eu des attaques de ce genre, et que pour se défendre, ils ont eu besoin de recourir à la violence. Et d'un autre côté, on a ces Américains qui, eux, assument totalement le fait de recourir à la violence, mais
qui se trouvent parfois des excuses. Par exemple, on a certains personnages qui sont en mode tiens, mais pourquoi t'as tué un enfant, tu sais, ce truc de ok, on tue, mais oh non, pas les enfants, ou ok, on tue, mais à la fin, oh non, pas le chien, t'as tué le chien, tu vois. Il y a toujours cette ambivalence au niveau de la morale du film qui est ultra intéressante quand on compare du coup ces deux actes. Mhm. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais voilà. Et moi, je voudrais parler de un plan du film que je trouve absolument passionnant. C'est un plan qui a lieu donc dans la première partie du film. Je crois qu'il a lieu au bout de 35 minutes de film, où on voit donc un vieux monsieur, donc ce village de Bakuro, sur un scooter. Et il est en train comme ça d'avancer. Et derrière lui, on voit donc un ovni, une soucoupe volante, apparaître dans le cadre et redisparaître du cadre quasiment instantanément. Ouais, ça dure une fraction de seconde. Instantanément, pardon. Oui, voilà. Le plan dure même pas une demi-seconde, en fait. Enfin, l'apparition de la soucoupe volante dure une demi-seconde. Voilà, exactement. Le plan est quand même assez long. Mais voilà, on a une apparition quand même de soucoupe volante quasiment comme ça, abruptement, au bout de 35 minutes de film. Enfin, en tout cas, quelque chose qu'on croit être une soucoupe volante à ce moment-là du film. Et ça, je trouve que ce que ce plan crée sensiblement, c'est absolument dingue, c'est absolument formidable. C'est que il va venir, en fait, prendre ce plan, encore une fois, quasiment documentaire. C'est juste un monsieur qui est en train de faire du scooter comme ça sur une petite route de la Cambrousse brésilienne. Et il va venir y disséminer une graine de science-fiction dans son film, dans son plan. En même temps, dans la tête de son personnage, parce que justement, ce personnage croit voir comme ça une soucoupe volante, mais il n'est pas sûr. Et ce qui se passe sur le spectateur qui regarde le film à ce moment-là, et je sais, parce que moi je l'ai vécu, tu l'as vécu aussi, c'est qu'il n'est pas sûr de ce qu'il vient de voir. Et cette idée absolument géniale, que le film nous montre quelque chose, mais que le spectateur, de par le dispositif, de par le montage, de par la mise en scène, n'est pas sûr de ce qu'il vient de voir, c'est un sentiment qui est absolument formidable et c'est un sentiment que je n'ai jamais vu autre part. Dans un film quel qu'il soit. Et moi, j'avais le même sentiment sur... Là, pour le coup, c'est même pas un plan, c'est une scène entière. C'est évidemment la scène de la capoeira, avec du coup ces habitants qui, en plus, qui viennent d'enterrer encore des membres. Du coup, il y a toujours cette idée de enterrement, un enterrement un peu joyeux, enterrement festif et tout ça. Bien sûr, parce que encore une fois, dans cette culture-là, la mort, c'est synonyme d'une renaissance. Ouais, exactement. Mais d'ailleurs, le film cultive ça aussi, parce qu'à partir du moment où on a cette danse de la capoeira et cette mort, alors le film se renouvelle. Le film passe dans cette deuxième partie, comme on l'a dit. Donc c'est vraiment... En fait, le film cultive la mort comme un mécanisme un peu de renaissance. Et c'est ça aussi où c'est intéressant, c'est que esthétiquement, il va complètement s'aligner sur cette communauté. Mais du coup, scène de la capoeira qui est accompagnée par une musique totalement, non, j'allais dire anachronique, mais c'est pas le bon terme, enfin, quoique. C'est un des thèmes perdus de John Carpenter, un des Lost Themes. Le thème Night, qui est sur du coup le premier Lost Theme de 2015. C'est ça. Enfin, le mélange des deux, et quand tu vois le film pour la première fois, tu te dis, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer surtout ? Parce que la scène se passe de nuit, tu sais, on t'a montré que du coup la ville est sujette à ce groupe armé d'Américains qui vont attaquer, tu sais qu'ils sont là tapis dans l'ombre, et du coup ça rend cette scène terriblement hypnotisante en fait, de se dire que ces habitants ne savent pas ils n'ont pas conscience de ce qui va leur arriver en fait. C'est vrai. Et c'est vrai que donc la scène commence et on a la véritable musique de la capoeira qui était là au moment du tournage. Et d'un coup, on a une espèce comme ça de fondu enchaîné entre ces deux musiques. Ouais. Et on passe donc dans la musique de Carpenter. Et en fait, ça va vraiment complètement, radicalement changer l'ambiance. On n'est même plus du coup dans ce film brésilien des années 2010. On est dans Prince of Darkness, quoi. On est chez Carpenter, et ça place directement le film dans tout un héritage du cinéma de genre, notamment du coup du cinéma de genre américain, pardon. Ouais. Et vraiment, ça crée une sensation sur le spectateur de plonger dans l'inconnu,
de plonger complètement dans la découverte. Et c'est précisément justement la scène où le film bascule dans autre chose, Ouais. où on n'est plus justement dans cette observation de cette petite communauté, mais on est en fait dans un film qui va, qui va venir justement complètement perdre son spectateur, qui sait pas vraiment où aller, où il va. Et c'est absolument passionnant, c'est passionnant. Et c'est une scène qui préfigure littéralement l'horreur, parce que juste après, on a du coup Les la enfants, scène ouais. où un enfant va se faire tuer par un des Américains, et tout. Enfin, toute une Scène en plus qui est absolument terrifiante, Ouais, pour de vrai. mais ça va être toute une scène comme ça de tuerie où on va avoir du coup le courant qui va être complètement coupé dans la ville. Et du coup, des habitants, par exemple, qui vont essayer de s'enfuir en voiture, qui vont se faire mitrailler sur la route et tout ça. Donc c'est vraiment une scène, pour le coup, qui... Là, on bascule presque, même pas presque, on est dans l'horreur, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, c'est une scène purement donc, de cinéma d'horreur, mais qui dure le temps d'une scène. Et c'est encore plus passionnant, c'est que 5 minutes après, on est de retour dans autre chose. C'est un film qui se renouvelle sans cesse, en fait. Bien sûr. Et que il peut se permettre, et ça c'est vraiment intéressant, il peut se permettre de faire un film qui sort en 2019 et qui change de rythme, qui change d'ambiance, qui change de personnage, qui change absolument tout d'une scène à l'autre en fait. C'est absolument hallucinant, je trouve. Ouais, et juste après cette scène, on revient du coup du côté de ces soldats américains. Et justement, ces soldats américains, c'est encore une fois cette idée de toujours disséminer dans le film des graines une dimension un peu mystérieuse qui entoure notamment l'arrivée de ces soldats américains. Nous, on s'est fait la réflexion, enfin moi je m'étais pas fait la réflexion la première fois que j'ai vu le film. Ça c'est intéressant, c'est quand j'ai vu le film la première fois, je me disais c'est des soldats américains qui sont envoyés en mission par le gouvernement pour éliminer, on ne sait pas trop pourquoi, les habitants de cette ville. C'est la première réflexion que je me suis faite quand j'ai vu le film, parce que, évidemment, j'ai vu plein d'autres films comme ça, des films de siège, où on a du coup un groupe armé envoyé par comment dire, une entité plus puissante On pense beaucoup à Assaut d'ailleurs, de Carpenter. Oui, bien sûr. D'ailleurs, le film cite ouvertement Assaut. Mais là où c'est très intéressant, c'est la deuxième fois qu'on l'a regardé ensemble, le film. On s'est posé la question, on s'est dit, mais en fait, ces soldats américains, c'est pas vraiment des soldats américains. Enfin, quand tu les regardes agir, quand tu les regardes, même physiquement, et tu comprends à travers aussi les dialogues. Ça, c'est pareil, c'est des petites graines comme ça qui sont disséminées dans le film, et à travers du coup le dialogue, tu comprends que c'est des monsieur tout le monde, quoi. Il y en a un qui bosse en tant que, je crois, vendeur dans un supermarché, un autre qui bosse en tant qu'agent de sécurité. C'est pas des militaires. Et du coup, on s'est posé la question, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'ils foutent là? Et du coup, il y a toute une tonalité un peu ludico-dystopique qui s'installe un peu à la Hunger Games, une idée de jeu en fait. Parce moi, je pense un peu à Verhoeven aussi. Ouais, Verhoeven, c'est ça. Cette idée de... Et puis pareil, le personnage de Michael, donc de Udo Kier, qui à chaque fois... il y a cette idée de comptabilisation des points. Bien sûr. Tout un mécanisme en fait de récompense qu'ont les soldats entre guillemets américains entre eux. Mais la première fois que tu vois le film, tu penses qu'ils disent ça de manière... Ils disent pas ça premier degré. Et au final, quand tu revois le film une deuxième fois sous ce prisme en fait de cette idée que c'est pas des soldats américains qui sont en face de toi, c'est des gens comme c'est des gens comme toi et moi qui ont décidé de s'engager dans une expédition punitive pour assouvir un peu leurs besoins de violence. On se doute que ça doit sûrement être des gros extrémistes de droite qui ont envie de se faire du brésilien, quoi. Bah oui, bien sûr. Et le film cultive aussi cette idée, voilà, ce sont des suprémacistes qui sont là, comme tu dis, pour dézinguer du brésilien. Et qui sont observés par cette soucoupe volante. En fait, la soucoupe volante observe autant les militaires que les habitants de Bakuro. Et pareil, ils ont tous une oreillette, mais tu sais pas qui y a à l'autre bout de l'oreillette, en fait. On leur souffle des trucs à l'oreille, mais on sait pas trop c'est quoi. En fait, voilà, c'est aussi purement un film aussi mystérieux pour ça. C'est que c'est un film qui va venir nous placer dans le champ des éléments, mais sans jamais vraiment les expliquer.
Mais en même temps, le tout est quand même très très cohérent. Comme tu l'as dit, toute cette idée en fait de comptabilisation des points que eux font en fait à chaque tir, c'est quelque chose qu'on capte pas forcément au premier visionnage, mais en fait au deuxième qui prend tout son sens. Même ils ont énormément de dialogue. Encore une fois, on dirait qu'ils viennent jouer au paintball, tu vois. Ouais. Même par exemple, comment ça se fait qu'à la fin, le Michael les trahit, tu vois. C'est quelque chose comme ça qui arrive comme ça à la fin. Vraiment, c'est un film comme ça qui va venir vivre aussi en toi, parce qu'il va se disséminer, comme tu l'as très bien dit, des éléments un peu mystérieux, sans jamais trop les développer, mais en les développant suffisamment pour pouvoir venir attiser la curiosité du spectateur. Ce qui aboutit au final à la fin à une scène limite de jeu vidéo. Enfin, Bien on se sûr. faisait réflexion en rigolant, mais on est dans un Battle Royale, quoi. On Bien sûr, bien est évidemment. dans PUBG. Ils trouvent des caisses de loot au milieu de leur chemin avec des armes, et puis après ils se retrouvent Bien sûr. dans une ville complètement c'est une map déserte. Call of Duty, Ouais. c'est bien sûr. Mais par exemple, pour un peu illustrer mon propos, il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est que le film, donc on l'a dit, commence par cette phrase que l'histoire qu'on est en train de voir se situe d'ici quelques années. C'est pareil, c'est pas précis. On en sait un peu, mais pas beaucoup. Et en fait, il va venir à partir de ce moment-là, placer un peu des indices, mais qui sont souvent en arrière-plan, qui vont venir un peu dévoiler tout un imaginaire en fait. Donc encore, on l'a dit, tous ces écrans un peu connectés, mais en même temps qui se retrouvent déconnectés. À un moment, on voit des bus scolaires qui sont transformés en serres, SE2RES. On voit pareil, on les voit aussi qui utilisent des puces électroniques, mais c'est jamais vraiment développé. Vraiment, c'est cette idée que toute cette imagerie un petit peu de la surveillance, de cette espèce un petit peu de société post-capitaliste, en fait, où tout a été détruit, est là. Mais le film n'est jamais lourd dans ce qu'il nous montre. Et justement, je voulais revenir là-dessus, mais l'idée justement de le rapport qu'entretient le film à la technologie, c'est on aurait pu avoir un film qui adopte un point de vue très très classique, tu sais, celui du village isolé, en marge de la société, coupé du progrès. Or, c'est pas du tout le cas. Au contraire, Mendo Shafilo, il choisit une autre voie, parce qu'on a, en fait, les habitants de Bakuro, c'est des habitants qui présentent un mode de vie et des comportements très proches de ceux des citadins, que ce soit au niveau de leur apparence. Enfin, moi, quand je vois l'apparence qu'ils ont, la manière qu'ils ont de s'habiller et tout ça, c'est des citadins. Tu sais, c'est pas des gens qui habitent dans la campagne et tout ça. Pareil, c'est des gens qui sont extrêmement dépendants au final des technologies modernes. Ils utilisent Internet, ils utilisent des tablettes, ils utilisent des télévisions, des smartphones, et paradoxalement, c'est pas un isolement initial qui va les définir, mais c'est une rupture soudaine. Le fait que d'un seul coup, ils vont se retrouver privés d'accès à Internet et effacés de toutes les maps, de toutes les localisations GPS. Et c'est à cause de ça qu'ils vont se retrouver contraints à faire face à une situation littéralement de siège, quoi, d'isolement, de privatisation de l'eau. Tu sais, cette idée, voilà, de... Ce groupe armé arrive, on les privatise d'eau, on les isole, renseignement, infiltration, exécution. C'est le point de départ, ça va être ça en fait. Ça va être le fait qu'on leur prive de cette technologie. C'est vrai, c'est très vrai. Et oui, justement, en fait, tout ce siège que vont faire en fait ces suprématistes sur cette petite communauté, en fait, ça passe dans un premier lieu par la privation. Par la privation de ressources, par la privation d'eau, par la privation d'électricité, comme tu l'as dit, et en fait un isolement pour pouvoir ensuite s'approcher derrière. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que donc, le film a commencé à être écrit en 2014, et en 2014 au Brésil, dans toute la partie donc, nord-est du Brésil, donc encore une fois la partie qui est vraiment... toute cette géographie qui est dépeinte dans Bakuro, y a eu énormément de crises en fait liées à l'eau. Il y a énormément du coup de villages qui se sont retrouvés asséchés, qui se sont retrouvés sans eau, et donc
sans moyens matériels, donc du coup, par extension, plus d'électricité, plus de communication, et c'est vraiment été, genre, du coup, ça a été une crise qui a duré quasiment 6 mois en 2014 dans la région de Recife. Et c'est un peu en fait le point de départ du scénario de Bakuro. C'est cette idée que pour pouvoir en fait effacer l'histoire d'une communauté, il faut couper cette communauté du reste du monde. Il faut l'isoler, il faut diviser. C'est cette fameuse phrase, diviser pour mieux régner. C'est ce que le film montre en fait. Et ce qui amène en fait à un point que je voulais aborder et qui définit un peu tout le cinéma, qui définit Bakuro, mais qui définit tout le cinéma de Filio, c'est Bakuro, c'est un film qui manifeste un intérêt vraiment marqué pour la matérialité historique, la matérialité du point de vue des personnages et du milieu dans lequel ils évoluent. Au début du film, on arrive du coup dans cette, comme tu as dit, dans cette région du nord-est du Brésil, donc de Pernambuco. C'est un territoire qui est à la fois fertile et qui est, moi je me suis renseigné un petit peu sur l'histoire du coup de cette région, c'est un territoire qui est profondément marqué par les guerres et par les insurrections coloniales. Il y a pas mal de traces qui sont laissées dans cette région d'événements comme ça, d'événements violents, sanglants qui ont eu lieu. C'est une région qui porte vraiment les traces d'un passé tourmenté. Et en fait, cette dimension chaotique, elle se reflète dès le début du film. Tu sais, il y a toute cette scène au début où du coup, on est dans l'espace. D'un seul coup, la caméra se rapproche d'ailleurs d'un Brésil qui est bizarrement plongé dans la pénombre. Tu sais, je sais pas si tu te souviens du plan, mais tous les pays autour sont illuminés. Le Brésil est dans la pénombre. Déjà, ça, je pense que ça dit beaucoup de choses sur ce que le film veut montrer politiquement. Et du coup, on arrive du coup avec ce camion du coup qui serpente au milieu de routes de campagne un peu chaotiques, étroites, sinueuses, qui serpentent autour des trous, autour des cercueils. Il y a des cercueils au milieu de nulle part comme ça qui sont disposés au milieu de la route et tout ça. Donc déjà là, on est à travers le rapport matériel qu'entretient Filio. Il veut nous montrer vraiment à quel point la fiction commence et on arrive dans une région qui est plongée dans le chaos, en fait. C'est ça. Depuis ses origines. Et donc, on va revenir un peu sur Carpenter, parce que c'est le point d'ancrage, en fait, je trouve, de Bakuro. C'est que, en fait, le film ressemble au cinéma de Carpenter des années 80. Encore une fois, quand on voit la société dépeinte, donc dans Bakuro, c'est purement c'est purement le New York 97 en fait, en termes d'ambiance, dans le rapport à la technologie, dans le rapport à la violence notamment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait il va venir citer Carpenter directement. Et en fait, ce que travaille, je trouve, le film, c'est pas vraiment la situation actuelle du Brésil, je dis actuelle en 2019 du coup, c'est que si jamais donc la situation actuelle ressemble à un film des années 80, donc à savoir Carpenter, le cinéma de genre, alors comment penser le cinéma futur ? Comment penser le monde du futur ? Et c'est pour ça d'ailleurs que le film commence par cette phrase cette fiction se situe quelques années dans le futur. C'est qu'en fait, si jamais du coup on est dans notre société actuelle constamment tourné vers le passé et dans un régime d'image qui rappelle celui des années 80, des années 90, et en fait qui sans cesse renoue avec tout un imaginaire de science-fiction et de cinéma de genre, alors comment, à partir de là, est-ce que le cinéma peut penser les années futures ? C'est ça aussi la grande thèse de Bakuro. C'est ça. La grande thèse, c'est, comme je l'ai dit, faire jaillir le passé pour mieux comprendre le présent. Et évidemment, mieux comprendre le présent, c'est mieux anticiper l'avenir, en fait, le futur. Bien sûr, mais du coup, tout en pensant le contemporain, en regardant, en fait, tout ce qui a mené aussi au contemporain. Le film, en fait, cultive cette idée que pour pouvoir penser le futur, pour pouvoir penser l'avenir, pour pouvoir penser le renouvellement, alors il faut garder un œil sur ce qui fonde et éprouve le contemporain. Et donc c'est pour ça qu'il va venir citer Carpenter. C'est que en citant Carpenter, alors il permet du coup de garder un œil et de garder
un regard sur ce que lui considère comme fondateur en tant que cinéma de genre pour pouvoir penser le futur. C'est super intéressant. Et la chose qui illustre parfaitement ce que tu viens de dire, c'est le musée. Le musée qu'il y a dans cette ville de Bakuro, qui, au début, on le voit pas. On voit jamais ce qu'il y a à l'intérieur au début. On a ce musée comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce musée? Parce qu'en plus de ça, Bakuro, c'est une ville qui est totalement isolée et qui, du coup, il n'y a pas d'attrait touristique. Donc on se demande à quoi sert ce musée. Et on comprend rapidement que pour les villageois, contrairement aux militaires, le principe même d'archives occupe une place bien plus fondamentale pour eux que du coup ce groupe armé qui les envahit. Et en fait, c'est la réapparition de ces archives et donc du passé dans le présent qui permet de raviver en fait une sorte de mémoire d'une puissance passée qui va les pousser à reprendre les armes et à se battre à nouveau contre les oppresseurs. C'est vrai. En fait, Bakuro regarde dans le passé pour pouvoir questionner. En fait, pour dire ça un peu vulgairement, qu'est-ce qui a foiré en fait? De comment est-ce qu'on en est passé? Enfin, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et du coup, c'est pour ça que le film regarde vers le passé. Le film ne regarde pas vers le passé sous une optique de c'était mieux avant. Voilà. Mais c'est surtout, en fait, il regarde dans le passé pour pouvoir observer tout ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ce présent-là. Et donc, pour qu'on en arrive à avoir une communauté qui est assiégée, qui est isolée, qui est coupée d'absolument tout, et qui garde ce musée, et qui est elle-même concentrée vers ses idoles et ses icônes du passé. Et c'est un film qui est du coup hyper actuel en fait. Et c'est un film donc qui, sur le même plan, va venir mettre le passé, le présent et le futur, va venir, et donc dans ce cas-là, mettre documentaire, film de genre. C'est un film qui est aussi purement de son époque pour ça en fait. J'ai écrit un petit texte pour synthétiser. Le petit texte traditionnel. Je suis fan. Je suis ton fan numéro 1, mec. Ce souvenir du passé n'a jamais totalement disparu pour les habitants de Bakuro, comme en témoignent les nombreuses archives conservées dans les foyers, mais il doit sortir du cadre intime pour participer à nouveau à l'écriture de l'histoire. C'est dans cette perspective que Pakot part à la recherche du coup de Lunga, figure incarnant la résistance d'autrefois, une démarche qui vise à rendre l'archive vivante, à mobiliser sa force dans et pour le présent. La visite finale du musée marque l'aboutissement de cette quête. Le récit qui s'y déploie est celui d'une région marquée par l'insurrection, dont la violence passée refait surface et semble se répéter. J'avais notamment noté, tu sais, il y a des journaux dans ce musée, et il y a notamment un titre de journal que j'ai traduit qui dit « Les Coteros de Bakuro sont pris pour cible par la patrouille ». Donc on comprend que tout ça s'est déjà produit et que ça se répète en fait, l'histoire se répète. La première salle expose des objets du quotidien. Dans la seconde, des clous et des supports vides signalent l'absence des armes habituellement présentées. Ces objets ont quitté leur fonction mémorielle pour être réinvestis dans l'action. Un zoom attire ensuite l'attention sur la trappe où Lunga et ses compagnons s'étaient dissimulés, tandis que le plan suivant en annonce l'ouverture imminente en montrant l'orifice béant sur la place du village. Pris pour cible, Terry s'écroule sous le regard des photographies du musée avant d'être englouti dans l'ombre où Lunga s'était caché et donc d'être englouti dans le passé de Bakuro. Ouais, je valide, je suis d'accord. Non mais, je sais pas trop comment rebondir là-dessus, mais oui, bien sûr, mais je suis... Bien dit, très très bien dit. Et puis, c'est aussi intéressant de noter que après cet affrontement qui a lieu dans ce musée, il y a la gérante la gérante qui donne ses consignes pour garder la mémoire des événements en fait qui sont tenus. Genre, elle demande à laver le sol, mais par exemple les traces de sang qui tachent les murs, elle demande en fait à ceux qui nettoient de les conserver, et du coup ces traces de sang elles deviennent à leur tour l'archive entre guillemets, l'archive du passé quoi.
Enfin, ce qui était le présent dans le film qui est devenu le passé à la fin, quand tous ces soldats, tous ces Américains, extrémistes américains sont morts, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis en plus, c'est vrai que tout, justement, les Américains, à la fin, quand ils meurent, ils sont aussi enterrés. Michael Michael est enterré. Ah oui, les autres sont la tête coupée. Voilà, les autres sont la tête coupée, c'est ça. Et en fait, ils sont du coup, ils sont enterrés et tête coupée enterrés. Ouais. Et Michael est enterré vivant, lui. C'est ça, exactement. Mais voilà, et déjà, c'est que voilà, en fait, le fait qu'il soit enterré vivant, donc, c'est que, en fait, il va venir être absorbé comme ça par la terre, par ce qui fait en fait les racines aussi de l'histoire et de cette histoire. Et donc du coup, de par le fait donc qu'il soit enterré comme ça vivant, lui-même devient une pièce de ce musée en fait. Lui-même devient une pièce de cette ville même. De cette ville et de cette histoire. Et en fait, le film ne porte... Et c'est pour ça que tout à l'heure, du coup, tu parlais d'ambivalence morale, pardon. Le film ne porte pas un regard du bien contre le mal. Il porte un regard d'observateur de tous ces événements. Ne sont qu'une petite partie, qu'une infime partie de l'histoire de cette petite ville. Et donc, par extension, de l'histoire du Brésil. Et c'est aussi pour ça, donc je pense que le film se place, encore une fois, dans le futur. C'est que tout ce qu'on regarde, en fait, c'est pas le présent. C'est aussi le passé. C'est à la fois le présent, parce qu'il est très très actuel dans tout ce qu'il montre par rapport à notre monde actuel. Mais il est aussi, donc, de par le fait que le film se passe dans le futur, tout ce qu'on voit, c'est dans le passé. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est le film, j'irais même plus loin. Genre, le film, c'est à la fois le passé, le présent et le futur. C'est ça. Parce que on sait que tous les événements que les habitants de Bakuro viennent de vivre dans le film, ils l'ont vécu, mais ils vont le revivre. Parce qu'au final, à la fin du film, rien n'est vraiment résolu. Rien n'a changé, en fait. Ouais, rien n'a changé. Comparé par rapport au début du film, rien n'a changé. Si vraiment on part du principe que ces mecs, donc ces extrémistes américains ont été envoyés là par une société privée qui organise des chasses à l'homme au cœur du Brésil rural, on se dit ça va recommencer au final. Enfin, ça va forcément recommencer. Il y aura d'autres Michael, il y aura d'autres extrémistes américains qui viendront et à nouveau, du coup, les habitants de Bakuro vont devoir reprendre les armes qui sont dans ce musée. La preuve, c'est que la scène où, vers le milieu du film, quand ils voient les motards arriver, les deux motards là, ils sont pas surpris en fait. Ouais. Tu vois ? Ils sont pas surpris, ils voient même ça d'un œil tout à fait normal quand ils viennent. Méfiant quand même. Mais... Méfiant parce qu'ils savent ce qui va arriver. Mais méfiant mais pas surpris. Et encore une fois, le film, juste avec cette idée que le spectateur se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Mais que les personnages soient très très calmes, très très rationnels. C'est juste un petit détail, mais qui dit déjà quand même beaucoup et qui fait vivre en fait son univers, qui fait vivre ses personnages et l'univers de son film en fait. Mais c'est ça qui est ultra intéressant avec Bakuro, c'est toi en tant que spectateur qui a pas vraiment conscience de ce qui se passe, là où à l'inverse les personnages que tu suis pendant 2 heures ont exactement conscience de ce qui se passe parce qu'ils l'ont déjà vécu. Et ça, je trouve, c'est un rapport entre spectateur et fiction qui est ultra intéressant. Et moi, il y a un truc qui me dérange dans le film, peut-être le seul truc qui me dérange dans Bakuro, parce que je considère que c'est un immense chef-d'œuvre. Ça parle portugais. Je suis raciste. Non, c'est à la fin, tu sais, on n'a pas parlé de ce personnage, tu sais, le préfet. Bien sûr. Qui vient le maire, l'espèce de maire, enfin bref, qui vient au début du film avec son gros camion là, tout bruyant avec de la musique, et qui vient apporter la culture à Bakuro, qui vient apporter plein de livres. Et à la fin du film, tu sais, on a un peu un début d'explication sur le pourquoi du comment ces Américains, et notamment Michael, sont là. C'est que le film essaie un peu de te faire comprendre que c'est ce préfet qui les aurait envoyés là
pour du coup en fait éliminer ces habitants qui de toute façon ne veulent pas de lui, enfin ne vont pas voter pour lui et ne veulent pas de lui aux réélections quoi. Tu vois. Et moi ça c'est un peu, je trouve ça un peu dommage en fait quand tu vois que pendant tout le film on a instauré ce truc un peu genre ce côté un peu mystérieux de se dire il y a qui derrière, il y a qui au bout de l'oreillette que portent les Américains, et qu'à la fin du film on te fasse un peu comprendre que ah bah c'était lui, c'était ce mec, ce préfet et tout ça. Je suis d'accord. Moi, Parce que, après, ça dépend. Parce que d'un côté, bah, déjà, le film s'apporte une partie de conclusion. Bien sûr. Tu vois. Ouais. Mais parce qu'il conclut pas vraiment, en fait. Je veux dire, c'est tout bête. Oui, on apprend que c'était lui au bout du film, mais comment ça se fait que lui soit en connexion avec eux? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, on a un peu une résolution du mystère, mais pas entièrement. Déjà, je trouve ça bien. Oui. Je trouve ça bien. Ah mais c'est un micro-défaut qu'a le film. Mais exactement. Mais maintenant, je suis d'accord que de par la nature même d'avoir une conclusion, en fait, ces 10 dernières minutes détonnent légèrement avec le reste. On a presque le sentiment que c'est un peu forcé. Par contre, j'aime bien politiquement ce que ça dit aussi. Oui. Tu vois. Et moi, ce qui fait que je me place totalement en accord, même du coup politiquement, enfin, esthétiquement et politiquement, avec le film aussi. C'est que du coup dans cette idée qu'on a ce mec qui en plus c'est vraiment chiant quoi. En plus il est pas marrant quoi. Il est insupportable. Il est insupportable. Il vient et en fait il est allié avec les Américains. Surtout Michael apparemment qui se connaissent. Voilà. Les deux, ils se connaissent très très bien. En fait il est allié avec les capitaux et il est là et il veut nous faire croire qu'il va venir nous apporter la culture, la vraie culture légitime. Alors qu'en fait, nous, en tant que spectateurs, on l'a vu que la culture, elle est dans le musée de Bakuro. Elle n'est pas apportée par ce mec, parce que ce mec ne connaît pas. Tu vois, il ne connaît pas l'histoire, il ne connaît pas la culture. C'est juste, en fait, tu sais, pour dire ça, encore une fois, un peu vulgairement, mais j'aime bien le fait que le film, sa conclusion, ça soit que ce mec qui se prend pour le maire, en fait, ça soit qu'un allié et qu'un agent du capital. C'est ce que le film te dit clairement, et... je trouve ça bien. Ouais, mais ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait, et en fait... ça a déjà été fait dans le cinéma de Filio, genre déjà dans les bruits de récifs, dans Aquarius. C'est bien sûr, évidemment dans Aquarius. Mais je dis pas que c'est un défaut. Hein. Évidemment. Et voilà, et en fait, c'est juste que même c'est aussi ce que le film cultive c'est ce que le film cultive pendant 2 heures. Et que sur ces 7 dernières minutes, il va venir uniquement l'officialiser, en fait. Alors que quiconque a quand même regardé le film avec les yeux ouverts et en étant quand même un minimum concentré, il a déjà capté ça, avant. Mais ouais, ok, je te rejoins un peu. Et donc, Bakuro va sortir en 2019, comme on l'a dit, va rencontrer un bon succès public et critique, 3 500 000 $ de recettes en tout, prix du jury au Festival de Cannes 2019, ex aequo avec Les Misérables. De la J. Ouais. Mais voilà, du coup, un film qui va... pour le coup, peut-être son film le plus... à l'heure actuelle, le plus populaire. Quoique, non. Agent Secret. Ouais, Agent Secret, parce qu'Agent Secret, ça a tellement tout pris sur son passage. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que, du coup, un an après Bakuro, en 2020, du coup, on a son film, du coup, son documentaire Portrait fantôme. C'est pas 2023, Portrait fantôme? Ah, c'est 2023, allié, ouais. Oui, c'est 2023, ouais. Oui, exactement. Donc, Portrait fantôme, donc, comme on l'a dit, qui est un documentaire sur le récif, sur Récif, tout simplement. Il va vraiment faire un lien entre le récif du présent et le récif du passé, celui qu'il a connu, celui dans lequel il a grandi, à travers notamment le cinéma. Enfin, le film est un peu il est décompensé en 3 parties. On a une première partie où il va beaucoup parler de lui, de son rapport au cinéma et du coup de sa vie quand il était adolescent, des petits courts-métrages qu'il faisait. Il va montrer son appartement, tout ça. Après, il va parler de la ville en elle-même, de l'urbanisation, du fait que c'est devenu aussi une ville très, très touristique aujourd'hui, Récif. Et après, il va parler, pour finir, du cinéma, en parlant notamment de ce cinéma dans lequel il allait quand il était enfant et qui depuis a disparu ou je crois a été totalement rénové, tout ça, à travers du coup une succession d'archives, de photos, d'anciens journaux, d'affiches de cinéma.
J'avais lu une interview à la sortie du coup de Portrait fantôme où Kleber Mendonça Filho disait que c'était un film auquel il avait beaucoup pensé depuis des années, voire des décennies en fait. Et que c'est quelque chose qu'il voulait déjà faire dans les années 90. Sauf que pourquoi en fait est-ce qu'il a attendu autant de temps? C'est qu'il voulait vraiment avoir vécu des choses, il voulait vraiment avoir affiné son regard sur le monde pour pouvoir faire ce film. C'est-à-dire que avoir en fait un film qui se place en observateur du monde, tandis que la personne qui va tenir la caméra ne sait pas observer le monde, selon ses mots à lui, hein, alors c'est quelque chose qui serait vain et qui serait niais et pas vraiment intéressant. Et donc c'est pour ça en fait qu'il a vraiment aussi attendu, et c'est pour ça aussi c'est un film qui se place à cet endroit-là dans sa filmographie. À partir du moment où il a vraiment trouvé en fait son thème principal, à savoir cette dialectique entre passé, présent, futur, le rapport au temps notamment, et que là en fait il va venir non pas comme dans Bakuro questionner le rapport au temps à travers la fiction, mais questionner le rapport au temps à travers l'archive, à travers la photographie, à travers du coup ses portraits et ses portraits fantômes. Et justement, les portraits, moi, il y a pour moi, la scène qui résume parfaitement le travail de Mendonça Filho, qui résume son cinéma, c'est les 8 dernières minutes de Portrait fantôme. Tu sais, où d'un seul coup, le film passe du documentaire à la fiction. Enfin, on voit du coup Mendonça Filho qui rentre dans un taxi, et du coup, on a ce chauffeur de taxi qui lui dit ouais, j'ai un super pouvoir, c'est de devenir invisible. Et on le voit devenir invisible. Et on voit le taxi se conduire tout seul. Magnifique. Je trouve cette scène exceptionnelle parce que ça montre à quel point il y a cette volonté dans son cinéma à Filho de, entre guillemets, visibiliser l'invisible en fait. À travers les archives, comme tu as dit, mais aussi à travers le peuple, à travers les gens en eux-mêmes, quoi, les oublier un petit peu de l'histoire, comme ce chauffeur de taxi, mais comme ces habitants de la ruralité brésilienne dans Bakuro, comme ce mec, cet agent secret, entre guillemets, dans l'agent secret, donc Wagner Moura, qui, pareil, a été totalement effacé, totalement oublié. Il y a cette volonté, à travers le cinéma, de le revisibiliser. Pour moi, cette scène, enfin, vraiment, la fin de Portrait fantôme, le film, je le trouve exceptionnel, mais la fin, je la trouve vraiment exceptionnelle, et je la mate en boucle depuis des semaines, parce que c'est vraiment la clé pour comprendre son cinéma. Ouais, très bien. C'est vrai. Et puis, tu vois, si Bakuro utilisait la fiction pour pouvoir rendre un état du monde, et Portrait fantôme utilisait les images d'archives, et notamment, du coup, l'aspect documentaire, pour pouvoir rendre cet état du monde aussi, en fait, L'Agent secret fait exactement un mix des deux. Ouais. C'est que L'Agent secret, c'est un film purement de fiction, mais qui est très librement inspiré d'une histoire vraie. Mais en même temps, on sait pas vraiment. Mais c'est le cas. Mais tu vois, c'est un film qui est un peu, en fait, entre les deux aussi, L'Agent secret. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un film absolument passionnant. C'est que, en fait, donc L'Agent secret raconte l'histoire de cette personne ayant existé. Un universitaire on sait pas brésilien. vraiment. Et qui, on sait pas vraiment non plus, se retrouve au milieu d'un complot. C'est un film un peu difficile à résumer parce qu'en même temps, il raconte pas plus de choses que ça en fait. Mais parce qu'on se doute que au moment où il a écrit ce film, Filho, il y avait peut-être cette volonté de raconter une histoire vraie, et du coup de se plonger dans les archives de cette époque, du coup du Brésil sous le joug d'une dictature militaire, et que du coup, genre, en se plongeant dans les archives, il s'est rendu compte à quel point on a effacé en fait la mémoire de toutes ces personnes qui ont été tuées pour des raisons politiques en fait. Et à travers ça, je pense qu'il y a vraiment cette volonté de prendre un personnage, de créer un personnage de toute pièce, mais d'en faire un petit peu la figure de cette mémoire effacée, et donc de revisibiliser encore une fois toutes ces personnes qui ont été tuées durant la dictature. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que L'Agent secret, c'est son premier film à Filho qui se passe, pas entièrement, mais qui se passe en grande partie dans le passé, dans les années 70 du coup. C'est vrai. C'est vrai. Mais encore une fois, tu te rappelles moi ce que je t'avais dit quand on était sorti de la séance de cinéma,
je t'avais dit qu'en fait, c'est un passé aussi purement de cinéma. C'est que, très bien, oui, d'accord, c'est le Brésil des années 70, sous la dictature et tout ce qu'on veut. Sauf que, c'est un Brésil aussi qui est purement fantasmé. Et le film cultive aussi cette idée-là. Et il s'assume aussi complètement en tant que représentation d'un Brésil de fiction. Ouais, mais en même temps, c'est pas non plus un Brésil du passé, mais romancé. C'est ça. Tu vois, mais c'est parce qu'en fait, là, on est obligé aussi un peu de mettre les pieds dans le plat, mais la grande originalité de l'agent secret, c'est qu'au bout de 1 heure de film, on fait un bond de 50 ans dans le futur, et du coup, on arrive à notre époque. Et en fait, on suit 2 filles qui sont en train d'enquêter sur la mort de Marcello, du coup, de ce personnage. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est un Brésil purement fantasmé et purement de fiction. C'est parce qu'en fait, on a un Brésil qui est représenté tel que ces filles des années 2020 se représentent le Brésil des années 70. En écoutant les bandes. En écoutant. Ouais. Exactement. Donc, encore une fois, non pas... En fait, la représentation, encore une fois, ne passe pas par l'image, parce qu'une image, véritablement, que ça soit une photo, que ça soit des éléments vidéo, aurait permis à ces filles de représenter le Brésil des années 70 très clairement, très véritablement, tel qu'il l'était pour de vrai. Or, ça passe par l'audio. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un Brésil purement de cinéma. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a donc dans cette image, en fait, un grain d'image très de cinéma, tu vois, aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas c'est un film, justement, qui va cultiver la fiction comme moyen d'accès à une vérité auquel, sans la fiction, on n'aurait pas pu accéder, en fait. On est en train de refaire un épisode sur l'agent secret, là. On est en train de faire un épisode sur l'agent secret. Mais du coup, je voulais juste conclure aussi rapidement là-dessus. Pourquoi est-ce que Kleber Mendonça Filho est aussi purement un des cinéastes les plus importants de son époque ? Et vraiment, je pèse mes mots. Ouais. C'est que c'est un cinéaste qui se place radicalement et précisément dans une idée de la fiction qui est exactement celle du cinéma des années 2020. En tout cas, personnellement, le cinéma qui m'intéresse dans les années 2020. Un cinéma, en fait, qui va venir utiliser donc l'outil cinéma, l'outil image, pour aller raconter le passé. Et je dis pas montrer le passé, mais raconter le passé pour pouvoir mieux questionner la représentation qu'on se fait du présent. Ouais. Et on peut citer plein de cinéastes comme ça. Je veux dire, le dernier Kelly Reichardt de Mastermind est complètement là-dedans aussi. Tu sais, comme c'est quelqu'un qui... comme c'est un cinéma très référencé, comme c'est un gros cinéphile qui est très influencé par le cinéma américain des années 70, par le cinéma de genre, de facto, c'est un cinéma qui a vocation à toucher un public beaucoup plus large et donc à faire se questionner un public beaucoup plus large par rapport aux thématiques que tu as abordées juste avant, que le cinéma de Reichardt ou de Albert Serra, tu vois. Et je trouve c'est en ça que, pour moi, c'est vraiment... Je sais pas s'il aura encore une longue carrière, mais pour moi, Filho, c'est quelqu'un qui est voué à vraiment avoir et qui mérite d'avoir vraiment une grande visibilité et un gros succès à l'avenir, en fait. C'est vrai, pour sa carrière personnelle et aussi pour le cinéma brésilien. Ouais. Parce que, bon, je refais un mini-point quand même sur le cinéma brésilien, mais c'est un cinéma qui a souvent été mis dans l'oubli, en fait, qui, depuis les années 2000, ressort quand même vraiment. Là, on a plusieurs grands noms du cinéma brésilien. Chaque année, on a des films importants qui en sortent. Mais nous-mêmes, on n'est pas des experts du cinéma brésilien. Moi, j'y connais pas grand-chose au cinéma brésilien. Enfin, je connais de loin l'économie du cinéma brésilien, mais j'ai pas vu grand-chose, en fait. Le cinéma brésilien est un cinéma qui ne cesse de grandir vraiment là depuis 20 ans. Et si jamais, pour quiconque s'intéresse un petit peu à l'avenir du cinéma, pour finir un peu sur un point un peu positif, le cinéma étant évidemment en déliquescence totale du côté de l'Occident depuis quelques années, pour quiconque vraiment s'intéresse un petit peu au futur du cinéma, il y a plusieurs grosses industries, mais l'industrie brésilienne en fait partie, et voilà, j'invite vraiment sincèrement tous les auditeurs, et même nous, encore une fois, parce qu'on n'y connaît pas grand-chose, on ne connaît pas grand-chose tout court, à vraiment s'intéresser de très près au cinéma brésilien. On arrive sur la fin de cet épisode. Est-ce que tu as des recommandations, toi, de ton côté,
Moi, je vous invite à écouter la conférence, la table ronde qui a eu lieu en 2018 ou 2019, pardon, au Forum des images, avec tous les grands noms du cinéma brésilien actuel, autour justement du cinéma brésilien actuel. Voilà. C'est une conférence que j'ai écoutée ce matin, précisément. Et c'est absolument passionnant. Vraiment. Je crois bien qu'on arrive à la fin de cet épisode. Oui, très bon épisode. C'était très agréable de parler de Bakuro. On se retrouve prochainement. Prochainement. Pas de teasing, comme d'hab. Ouais. Terminé. Et moi, je me permets quand même de dire une partie un peu quelque chose. C'est que là, il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver sur le média générique de fin. On a très hâte de vous montrer un peu tout ça. Ouais. N'est-ce pas ? Tout à fait. Et il y a bientôt une critique aussi. Bientôt une critique. Très bientôt même. C'est ça, très bientôt, notamment la fin de semaine. Voilà. Ouais, c'est vraiment... C'est juste à côté. Ouais. Ça sortira juste après. Ça sortira juste après cet épisode sur Bacurau. Très bien. Merci Adam pour cet épisode. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés et générique de fin.